Les esclaves dans ce système sont un agréable bonus, un supplément à la victoire militaire. On faisait rarement la guerre spécialement pour capturer plus d'esclaves. Aucune logistique compliquée n'était nécessaire. Les esclaves suivent votre armée à pied. Dans le cas des Vikings, eh bien, ils restent assis sur le drakkar. On n'obtient pas beaucoup d'esclaves avec ce système. Ce n'est pas nécessaire. La demande sur le marché intérieur n'est de toute façon pas illimitée. La Rome antique aussi mettait les esclaves sur le marché intérieur, mais comme l'Empire s'agrandissait chaque décennie, la demande y était plus forte que chez les Aztèques, par exemple. Mais les empires après Rome fonctionnaient tout autrement. Un modèle de vente à l'extérieur apparaît alors. Cette tactique a été utilisée par les Arabes au sein du califat du 8e au 13e siècle. Ils capturaient des esclaves au sud, en Afrique équatoriale et en Europe, y compris en Europe de l'Est, de la Russie à la Hongrie. Une partie était envoyée dans leurs propres mines et plantations. Le reste était vendu aux Byzantins, aux Perses et aux peuples de la future Inde. La différence clé avec la première étape réside dans les volumes du commerce. Si les Perses ont assez d'esclaves, on peut les envoyer chez soi, dans le califat. Si le marché intérieur est saturé, alors nous les vendrons aux Indiens. Et si nous capturons des Indiens, nous les emmènerons en Asie centrale. Au moins, il y a toujours un voisin qui a besoin d'esclaves. Au moins depuis l'an 800, la traite des esclaves est devenue un flux continu, mais il était encore possible de l'intensifier. La troisième étape, c'est le modèle de délégation. Pourquoi capturer des esclaves soi-même si d'autres peuvent le faire à ta place? À un certain moment, les Arabes eux-mêmes ont cessé de capturer des esclaves en Europe de l'Est. Les Vikings asservissaient les Slaves et les Finnois, les Mongols et les Péchénègues capturaient des gens de Moscou jusqu'à la chaîne du Caucase, puis les envoyaient à Venise et à Gênes. Les Génois les transportaient ensuite par mer vers Byzance et d'autres pays de la Méditerranée, quand il est parti passer l'hiver en Égypte. Mais il y a une nuance. Dans ce cas, la marge des commerçants était plus faible. Et puis, les intermédiaires sans scrupules pouvaient, le cas échéant, vous envoyer vous-même sur le marché avec les autres esclaves. Mais les avantages restaient plus nombreux. Il n'était plus nécessaire de se salir les mains, de risquer sa vie ou d'organiser des raids. Les marchands d'esclaves étaient désormais presque comme des employés de bureau dans ce terrible business. On pourrait croire qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Mais l'étape suivante est ouverte par les Espagnols et les Portugais, la traite transatlantique. Le XVe siècle est une époque non seulement de grandes découvertes géographiques, mais aussi d'opportunités commerciales tout aussi grandes. Les planteurs se sont installés en Amérique latine. Ils avaient un besoin urgent de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre leur était fournie par des compatriotes entreprenants, les trafiquants d'esclaves. Les Portugais se sont immédiatement dirigés vers la côte ouest de l'Afrique. Les Espagnols n'y sont arrivés qu'après avoir épuisé les îles Canaries. Là-bas, ils réduisaient en esclavage la population autochtone. Le plus souvent, les Espagnols et les Portugais achetaient des esclaves sur les territoires des actuelles Mauritanie, Sénégal et Congo. Enfin, achetant, ils échangeaient dans le cadre du troc. Un esclave, un mousquet. Au XVIe siècle, un mousquet coûtait une livre sterling et 7 shillings. Aujourd'hui, cela représente presque 100 000 roubles. Avec cette somme, on pouvait acheter une vingtaine de simples chemises en lin, ou une vache, ou bien un être humain. Puis les Portugais ont commencé à payer les esclaves en argent. En tenant compte de l'inflation, c'était à peu près la même somme qu'au XVIe siècle. Et là, une question se pose. Qui vendait des esclaves aux Blancs, là-bas? Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode sur la lutte pour l'Afrique, les esclaves noirs étaient vendus par les populations locales. Ils commerçaient des prisonniers issus d'autres tribus ou des criminels. Mais imaginez-vous à leur place. Ils recevaient des technologies européennes, des chevaux, parfois même de l'alcool, tout ce qu'il fallait pour réussir militairement et travailler efficacement. Un exemple de ce type de business symbiotique est la série d'accords entre le Portugais Diogo Caio et le souverain du Congo, Nzinga Nkuvu. Le premier recevait des esclaves, le second des armes, des tissus, des objets de luxe et ainsi de suite. Tout se passait très bien jusqu'à ce que le fils de Nkuvu monte sur le trône. Il s'est converti au christianisme et commerçait paisiblement avec les Portugais, jusqu'à ce qu'il remarque que des gens commençaient à disparaître de ces villages. Il s'est avéré que la demande d'esclaves avait augmenté si rapidement qu'ils étaient tout simplement épuisés. Eh bien, il n'y avait pas autant de criminels en Afrique. Les trafiquants d'esclaves n'ont pas réfléchi longtemps. Le temps presse. Ils ont outrepassé l'accord et ont commencé à réduire en esclavage les habitants libres du Congo. Les trafiquants d'esclaves étaient prêts à tout pour le profit. Mais ce n'était pas encore la limite. La cinquième et la plus avancée des étapes, le commerce triangulaire. Le système le plus effrayant et le plus efficace créé par les Anglais, les Français et les Hollandais. Pourquoi triangulaire? C'est clair? Le premier sommet du triangle, c'est l'Europe, où les commerçants prenaient des marchandises qu'ils pouvaient ensuite échanger contre des esclaves ou simplement vendre.
Le deuxième sommet, c'est l'Afrique. Là, on achetait des êtres humains. Le troisième sommet, c'est l'Amérique. Le triangle se referme. L'argent ou les matières premières des propriétaires d'esclaves américains sont récupérés et renvoyés en Europe. Et ainsi de suite en cercle, ou plutôt en triangle. Du point de vue des commerçants, ce schéma est vraiment parfait à tous égards, sauf à cause des pirates, dont nous avons aussi déjà parlé dans un épisode. Mais du point de vue des esclaves, eh bien, qui va leur demander leur avis? En 366 ans, les trafiquants d'esclaves ont amené d'Afrique vers l'Amérique 12,5 millions de personnes, dont 1,8 million sont morts, soit près de 15%. Et plus l'époque était ancienne, pire c'était. Au XVIe siècle, par exemple, une personne sur 3 mourait. La tâche de l'équipage est simple, acheminer la cargaison dans un état plus ou moins vendable, comme s'il s'agissait de vaisselle. Casser 15% des assiettes et des tasses, c'est triste, mais l'essentiel, c'est que le reste soit arrivé et les pertes peuvent être couvertes par l'assurance. En moins de 1000 ans, la traite des esclaves est passée d'un élément traditionnel de l'économie à un business hautement organisé et très rentable. Les volumes augmentaient, les coûts diminuaient, seule la cruauté et l'inhumanité restaient les mêmes. Les négriers du passé ont bâti un empire commercial sur le sang. On peut se réjouir que tout cela appartienne au passé. Mais que diriez-vous si je vous disais que de nombreuses idées, et même des institutions entières que nous considérons comme bonnes et civilisées, sont justement nées grâce à l'esclavage? Enfin, nous arrivons au chapitre le plus controversé de notre histoire, la Grèce antique. Ne soyez pas surpris par ce que je vais dire, mais être esclave dans la cité d'Athènes, c'était décrocher le gros lot. Même selon les critères du monde moderne, où près de 700 millions de personnes vivent encore dans une extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 220 roubles par jour. Je ne vais pas m'attarder longtemps à décrire la vie quotidienne des esclaves athéniens, car elle ne différait guère de celle des Grecs ordinaires. Chez les Grecs, les esclaves faisaient partie de la famille, simplement avec moins de droits. Si vous aviez eu la malchance de vous retrouver dans ce rôle, vous auriez vécu dans la maison du maître. Le maître vous aurait permis de vous marier, de gagner de l'argent, et il n'aurait pas pu vous tuer impunément. Je vais même vous en dire plus. Si votre maître ne vous plaisait pas, vous auriez pu en demander un nouveau. Il y aurait eu peu de différence entre vous et une personne libre. À part les droits politiques, que peu de gens possédaient en Grèce, et le travail non rémunéré. Et encore, pas dans les champs, mais à l'atelier ou à la maison. Les Grecs ne traitaient pas beaucoup mieux les femmes tout à fait libres. D'ailleurs, dans la rue de Sparte, c'était presque la même chose, sauf que les punitions étaient plus sévères. Quant à certains esclaves siciliens, leurs maîtres ne les nourrissaient même pas et les envoyaient chercher de la nourriture par eux-mêmes. Mais revenons à Athènes. Selon les estimations les plus modestes, une personne sur 3 dans la cité pouvait être esclave. D'autres sources avancent même que 75% de la population était composée d'esclaves. Mais d'où venaient-ils tous ? C'est très simple. Il s'agissait principalement d'autres Grecs, mais venant d'autres cités. D'ailleurs, pendant les meilleures années, presque chaque famille, même pauvre, avait son propre esclave. Et il est évident que le confort n'était pas pour tout le monde. Certains esclaves menaient une vie vraiment difficile, mais la différence avec d'autres cas d'aujourd'hui est énorme. Qu'est-ce que cela signifiait pour les citoyens de la cité? Que beaucoup d'entre eux étaient libérés des tâches domestiques. L'un achetait et préparait la nourriture, un autre faisait le ménage à la maison, tandis que la femme s'occupait des enfants. De plus, les citoyens avaient toujours un filet de sécurité. En cas de besoin, on pouvait louer son esclave. C'est quand même le rêve. Pendant ton temps libre, occupe-toi de mathématiques, de physique, de poésie, de philosophie, de rhétorique, et bien sûr de politique. Aristote écrivait que la politique, c'est la communication au nom du bien commun. Et puisque le bien est commun, tous les citoyens doivent participer à cette communication. Le pouvoir au peuple. Vive la démocratie athénienne! Analysons maintenant son modèle très simplifié. Tout d'abord, les citoyens de plus de 20 ans pouvaient participer à l'ecclésia, c'est-à-dire à l'assemblée du peuple. Les séances avaient lieu toutes les 1 semaine et demie et on y discutait des questions urgentes. Quelle loi adopter, que faire des fonctionnaires et bien sûr, qui soumettre à l'ostracisme. Ensuite, il y avait le Conseil des 500, la boulée. On y était appelé par tirage au sort. Il n'était pas question de s'absenter. Vous alliez y passer 1 mois à préparer des projets de loi, surveiller l'exécution du budget et passer du temps de façon très divertissante. D'après les statistiques, au cours de votre vie, vous auriez certainement eu l'occasion de siéger au moins 1 fois à la boulée. Enfin, il y avait le tribunal des jurés, le dicastérion. Lui aussi était désigné par tirage au sort, mais seulement pour 1 an. Mais là, il y avait déjà 6000 Athéniens dans sa composition. On vous convoquait à une séance. Il fallait y aller, et il arrivait qu'il y ait des affaires que tous les dicastérions devaient examiner ensemble.
Vous imaginez le vacarme que cela devait faire? Pour tout ce travail, les citoyens recevaient une compensation de l'État. Mais n'oubliez pas, pour vraiment s'y connaître en politique, il faut étudier les lois, la rhétorique et en général être à la pointe de l'actualité. Une personne qui, chaque jour, lave les sols, porte des pierres et nettoie les tables n'en est pas capable. C'est pourquoi, dans une large mesure, la démocratie athénienne, les réflexions de Platon et donc toute la philosophie politique européenne qui en découle reposent toutes sur les solides épaules des esclaves. Ce sont précisément eux qui ont permis aux maîtres de se concentrer sur la politique, l'art, la guerre, au lieu de faire la vaisselle ou de désherber le potager. En général, sans les esclaves, la carte de l'Europe aurait été complètement différente, surtout sur les côtes de la Méditerranée. Prenons Venise et Gênes, par exemple, les deux principales puissances de la région à la fin du Moyen Âge, comme nous l'avons découvert récemment dans l'épisode d'avant le Nouvel An sur les contes russes et européens. Même si Venise et Gênes ne sont pas nés grâce à la traite des esclaves, c'est précisément cet outil qui leur a permis A. de s'élever et B. de se partager le monopole du commerce maritime dans la région. Au XIIIe siècle, les deux puissances ont établi des colonies en Crimée. Venise possédait Soldaïa, aujourd'hui Soudak, et Gênes avait Kaffa, c'est-à-dire Théodosie. Les Slaves, qui ne pouvaient pas payer le tribut, étaient emmenés par les Mongols précisément dans ces villes portuaires. La demande d'esclaves existait alors non seulement dans le monde islamique, mais aussi en Europe occidentale. Rappelons encore une fois le petit âge glaciaire qui a ruiné les récoltes et la malheureuse peste, qui a décimé une bonne partie de la région. À cette époque, tout le monde avait besoin d'esclaves, ne serait-ce que pour soutenir l'économie dans des conditions où les maladies décimaient la main-d'œuvre. Chaque année, 2 à 3 000 esclaves passaient par les ports de Venise et de Gênes. Les ports changeaient constamment de main. Les puissances se livraient une véritable guerre et pas seulement commerciale. La renaissance de ces puissances n'a eu lieu qu'au XVIe siècle, lorsqu'elles ont commencé, grâce à leurs banques, à financer les entreprises espagnoles et portugaises dans le Nouveau Monde. Devinez lesquels? En 3 essais. Aujourd'hui, l'héritage de la traite des esclaves n'influence presque plus ces pays. Mais là où cette institution continue d'influencer la politique au quotidien, c'est bien aux États-Unis. Au milieu du 19e siècle, le Parti démocrate des États-Unis soutenait l'esclavage. Vous avez bien entendu, à l'époque, cette idée était tout à fait démocratique. Le parti estimait que les États du Sud devaient avoir le droit de légaliser l'esclavage et que ces maudits nordistes n'avaient rien à leur dire. Où est la démocratie là-dedans? La voilà. Puisque le peuple des États du Sud est en faveur de l'esclavage, cela signifie qu'il faut le maintenir là-bas. Ce peuple, bien sûr, ce sont les planteurs blancs. Les Noirs, eux, n'avaient pas le droit de vote. Abraham Lincoln appartenait à leurs opposants. Il faisait partie du Parti républicain qui était justement né comme une coalition contre l'esclavage. Elle n'exigeait pas l'abolition de l'esclavage dans le Sud, mais s'opposait simplement à ce que la pratique soit légalisée dans le Nord. C'est précisément ce conflit qui a finalement conduit à la guerre de sécession. C'est exact. L'esclavage aux États-Unis a été aboli par un président républicain, parti aujourd'hui considéré comme farouchement conservateur et dont certains membres, y compris Trump, sont accusés de racisme. Pendant près de 100 ans encore, les positions des partis n'ont pas changé. Les démocrates soutenaient la ségrégation et les lois Jim Crow, tandis que les républicains étaient pour l'intégration des anciens esclaves et de leurs enfants dans la société. Mais le temps passait. Au sein du Parti démocrate, des courants plus progressistes ont commencé à émerger progressivement, comme ce fut le cas pendant la Grande Dépression sous Roosevelt. 40 ans plus tard, dans les années 60, le président démocrate Johnson a accordé l'égalité des droits aux Noirs et aux Blancs et a aboli la ségrégation. Et maintenant, soyez attentifs. Une telle politique progressiste n'a pas du tout plu à l'électorat blanc démocrate des États du Sud. Ils ont commencé à se désillusionner du parti. Et qu'est-ce que cela signifie pour les républicains? Voici donc de nouvelles personnes qu'ils peuvent désormais attirer à eux. Il suffit d'ajuster légèrement la rhétorique, de la rendre plus conservatrice et moins inclusive. Et voilà, comparez simplement ce qui est arrivé lors des élections avec le Sud démocrate bleu en 1960, puis 12 ans plus tard, en 1972, un rouge républicain uniforme. Voilà tout le paradoxe. C'est le parti de l'éléphant qui a aboli l'esclavage, et ce sont les démocrates qui appellent aujourd'hui à verser des compensations financières aux descendants des esclaves. L'idéologie est une chose malléable, comme l'histoire mondiale nous l'a montré à maintes reprises. Une chose reste inchangée. Depuis plus de 150 ans, la question raciale est le point de confrontation le plus chargé émotionnellement entre les deux parties. Les esclavagistes de l'Antiquité pouvaient être n'importe qui, mais certainement pas des racistes. Peu leur importait que vous soyez blanc, noir ou métis. Ils étaient des cyniques.
Pour eux, les gens étaient une marchandise. Ce schéma a toujours et partout fonctionné. Et qui l'a inventé en premier, nous ne le savons pas. Il est probable que l'esclavage, en tant qu'institution, soit apparu précisément au moment où les humains ont appris à se donner des ordres à l'aide du langage. Et il y a toujours eu du travail pour un esclave. Et dans les temps anciens, la logique était simple. On ne pouvait pas réduire les siens en esclavage, mais les autres, c'est-à-dire les gens d'une autre communauté, d'un autre clan, d'une autre tribu ou d'une autre cité, on le pouvait. C'est ainsi que procédaient aussi bien les cultures primitives que les plus développées, comme les Grecs et les Romains. Puis les grandes religions abrahamiques sont entrées en scène. Les esclaves ont alors commencé à être distingués selon leur foi. Un musulman ne pouvait pas réduire un autre musulman en esclavage, tout comme un chrétien ne pouvait pas asservir un autre chrétien. Est-ce que tout le monde respectait cela? Non, bien sûr. Les catholiques pouvaient très bien commercer des orthodoxes, ce à quoi les marchands de Venise et de Gênes s'adonnaient volontiers. Il était impossible de tromper le système. Si vous étiez déjà en route dans une caravane à travers le Sahara, il était trop tard pour se convertir à une autre foi. Il fallait y penser plus tôt. Il en va de même pour la race. Avec elle, il n'y a vraiment rien à faire. Ou bien y a-t-il tout de même des options? Voyez-vous, la question raciale est devenue un sujet plus ou moins au XVe siècle, lorsque les Européens sont arrivés dans le Nouveau Monde. Bien sûr, les gens n'étaient pas aveugles avant cela, et voyaient bien que les différents peuples avaient une couleur de peau et une structure crânienne différente. La colonisation de l'Amérique a créé une situation totalement nouvelle. Les Européens, avec leurs traits du visage, ont amené des esclaves africains qui ne ressemblaient pas du tout aux Européens, dans un endroit où vivaient des gens qui ne ressemblaient ni aux uns ni aux autres. C'est ainsi que sont apparues trois strates principales: les blancs conditionnels, conquérants et élites de la société, les Indiens locaux, qui n'étaient apparemment pas des esclaves, mais vivaient chez eux comme des citoyens de seconde zone. Et troisièmement, encore une fois, les noirs conditionnels, les esclaves, qui ont été placés tout en bas de la hiérarchie. Et c'est précisément à ce moment-là que la question raciale est apparue, alors qu'auparavant elle n'intéressait personne. Pourquoi y penserais-tu si 99% des gens autour de toi te ressemblent? Mais là, pour quiconque se trouve au sommet d'une telle hiérarchie, la tâche principale devient de la préserver. Et pour cela, il faut faire en sorte que les étages de la pyramide ne communiquent pas entre eux. Sinon, ce ne sera plus une hiérarchie, mais une sorte d'entreprise turquoise. C'est pourquoi les Européens ont créé des lois qui, par exemple, interdisaient les mariages entre différentes couches de la société. Et pour que de telles lois fonctionnent, il faut définir objectivement ces couches. Mais quels critères objectifs avons-nous, à part les critères visuels et anatomiques? Là, tout est primitif. Peau foncée. Ah bon, peu importe qui tu es, Bantu ou Tutsi, on te classe, toi et tous ceux qui te ressemblent, dans la caste des Noirs. C'est là tout le paradoxe. Devant vous, il y a un Yoruba et un Mbuti. Ce sont des ethnies dont il existe des milliers en Afrique, et d'un point de vue génétique, la distance entre elles est plus grande qu'entre un Africain typique et un habitant typique des Balkans. Mais du point de vue de la raciologie primitive d'il y a 100 ans, il n'y a aucune différence. Ici, il y a les Blancs, là, les Noirs, et tout cela est fait pour tirer un maximum de profit des colonies. Ici, l'idéologie sert l'intérêt financier. C'est pourquoi les Espagnols ont divisé la population de leur nouvelle colonie en castes, exactement comme en Inde. Et il y en avait 53. Le critère principal était la couleur de ta peau et la forme de tes yeux. Si vous n'avez pas vu notre vidéo sur les castes en Inde, c'est le moment de corriger cela. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, des scientifiques européens, comme le Suédois Linné, en ont eu assez d'étudier les algues et ont décidé de classifier les êtres humains. Le plus souvent, ils divisaient l'humanité en 4 races: caucasoïde, équatoriale, mongoloïde et américaine. Et pour ne pas s'arrêter là, ils évaluaient non seulement les caractéristiques physiques, mais aussi les qualités morales. Tout simplement parce que c'est ce qu'ils pensaient. Par exemple, selon Linné lui-même, les Blancs sont naturellement inventifs et obéissent à la loi, tandis que les Noirs sont indifférents et soumis à l'arbitraire. Pourquoi en est-il ainsi? La logique est d'une simplicité banale. Quand on est propriétaire d'esclaves ou qu'on s'identifie à une civilisation pour laquelle l'esclavage est une forme naturelle de relation, on utilisera n'importe quelle justification pour l'esclavage. Et il n'y a rien de plus simple que d'inculquer aux esclaves eux-mêmes qu'ils sont inférieurs par nature. Ils inventaient toutes sortes de maladies prétendument génétiques propres aux esclaves. Par exemple, le fier sudiste, le docteur Samuel Cartwright, a inventé tout un ensemble de maladies mentales dont seuls les esclaves noirs pouvaient souffrir. La drapétomanie, c'est une envie irrationnelle de s'enfuir. La dysesthésie éthiopique, c'est la paresse et le refus de travailler. Et quel est le remède à ces diagnostics? Le fouet sur le dos.
Et les propriétaires d'esclaves, ainsi que ceux qui créaient pour eux une base idéologique, se persuadaient que les Africains aimaient en réalité l'esclavage, car dans leur pays d'origine, ils auraient toujours obéi à des chefs dotés d'un pouvoir absolu. Chef, maître, quelle différence! Et peu importe que de nombreuses questions chez les peuples d'Afrique précoloniale étaient résolues par toute la communauté, ou au moins par les anciens. Ce qui compte ici, c'est surtout qui tire profit de ces gens aujourd'hui. C'est l'Association médicale de l'État de Louisiane qui a commandé à Cartwright ses recherches avec des diagnostics psychiatriques comme l'attrait pour la fuite. Les membres de son conseil d'administration étaient nommés par les gouverneurs de l'État, qui, avant la guerre de sécession, étaient tous, sans exception, propriétaires d'esclaves et soutenaient la sécession du Sud vis-à-vis du Nord. Le travail de Cartwright a été publié par le journal médical et chirurgical de la Nouvelle-Orléans. Les rédacteurs en chef étaient eux aussi des propriétaires d'esclaves. Et Cartwright lui-même, d'ailleurs, possédait pas moins de 14 esclaves en 1860. C'est modeste, mais on peut vivre ainsi. Vous serez surpris, mais les planteurs du sud des États-Unis, lorsqu'ils justifiaient l'esclavage, se retranchaient derrière le souci du bien-être des esclaves. Ils disaient que, pauvres idiots, ils finiraient par s'entretuer et ne survivraient pas sans nous, alors que nous sommes venus les sauver. Toute cette pseudo-science n'est apparue qu'au XIXe siècle. Il n'y avait rien de semblable ni à l'époque de l'Empire romain, ni à l'apogée du califat. Eh bien, les gens n'y avaient tout simplement pas pensé. Mais les planteurs, il y a 150 ans, c'était une autre histoire. Et ils avaient de plus en plus besoin de cette argumentation, car, contrairement aux Romains ou aux Vikings, ils sentaient que la société commençait à résister beaucoup plus activement à l'esclavage. Les abolitionnistes sont apparus, du mot latin abolitio, abolition. L'abolitionnisme est un mouvement pour l'abolition de l'esclavage. Il en résulte donc que le racisme en tant qu'idéologie, les lois raciales de Nuremberg sous le Troisième Reich, tout cela n'aurait pas existé sans l'héritage de l'esclavage, mais d'une forme bien précise de celui-ci, apparu seulement au XVe-XVIe siècle. Nous avons parlé des races et de la structure économique du racisme, mais il existait aussi une autre forme d'oppression, où un blanc opprimait un autre blanc, un slave opprimait un autre slave, un russe opprimait un autre russe. Le servage dans l'Empire russe. Est-ce vraiment de l'esclavage? Et quelle est la différence ici? L'esclavage au sens classique du terme, existait aussi en Russie. Le système ressemblait à celui des Vikings. Les esclaves étaient capturés dans les tribus slaves et finno-ougriennes voisines. On pouvait aussi devenir esclave pour des crimes contre un seigneur féodal, pour avoir fui un maître chez qui le paysan travaillait selon un contrat, ou encore pour avoir épousé une esclave. Il y avait aussi les dettes et le statut hérité. Au départ, les esclaves slaves étaient appelés tchéliades. Ce sujet a été étudié en détail par l'historien et académicien soviétique Lev Tcherepnin. Plus tard, lorsque le mot tchéliade en est venu à désigner simplement les paysans dépendants, un nouveau mot est apparu pour les esclaves, kolop. Comparés aux esclaves africains en Amérique, leur vie était un peu plus libre, mais ils étaient tout de même considérés comme la propriété de leur maître qui pouvait facilement les tuer sans conséquence. Les kolops effectuaient des travaux manuels pénibles ou accomplissaient des tâches domestiques. En gros, c'étaient des serfs poussés à l'extrême. La pratique du kolopstvo a été abolie en 1723 par Pierre Ier, 140 ans avant Lincoln d'ailleurs. Mais pour les paysans serfs, cela ne changeait rien et parfois on les traitait à peine mieux que des esclaves. Nous avons consacré un épisode séparé de numéros en série sur la chaîne Minaev à Daria Saltikova, Saltichika, qui torturait et tuait massivement des paysans. Mais l'horreur, c'est que de tels cas étaient fréquents dans tout l'Empire. Voici devant vous le poète Nikolaï Strouïski. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il vivait près de Penza. Pendant son temps libre, en dehors de l'écriture de poèmes, il jouait à un jeu amusant avec ses serfs. Le jeu se déroulait ainsi. Strouïski inventait un crime, choisissait parmi les serfs des accusés, des témoins et organisait des interrogatoires. Ensuite, il prononçait des discours. Il jouait à la fois le rôle de la défense, de l'accusation et du juge. C'est lui qui rendait le verdict. Les malheureux que le poète désignait comme coupables subissaient d'horribles tortures. Pour cela, il avait aménagé plusieurs pièces dans la cave. Il n'est donc pas surprenant qu'après la mort du propriétaire, les paysans aient détruit son domaine. Et une autre Saltikova, pas Daria, mais Natalia, a gardé son coiffeur serf dans une cellule séparée pendant 2 ou 3 ans, ne le laissant sortir que pour qu'il la coiffe. La propriétaire terrienne avait une peur panique que l'homme raconte à tout le monde qu'elle perdait ses cheveux. Nous le savons parce que, heureusement, le coiffeur a réussi à s'échapper. Mais ce n'est rien comparé au crime du personnage suivant. Les violences envers les jeunes filles serfs n'étaient en général pas rares. Mais le noble Viktor Strachinsky, de la province de Kiev,
a battu un triste record. Au moins 500 victimes de violences, et il n'aurait même pas fait l'objet d'une enquête si parmi elles, il n'y avait pas eu de très jeunes filles jusqu'à 12 ans, et si plusieurs enfants n'étaient pas morts après ces sévices. Straczynski, d'ailleurs, n'a jamais été puni, même si, pour les enquêteurs eux-mêmes, il était évident que les preuves de sa culpabilité étaient suffisantes. Et soit dit en passant, cela se passait au milieu du XIXe siècle, 100 ans après Voltaire. De telles atrocités n'avaient lieu que parce que les serfs n'avaient pratiquement aucun droit. Comme les esclaves noirs aux États-Unis, on pouvait les vendre, les échanger, les jouer aux cartes, les battre à moitié morts. Et s'il n'y avait pas de témoins autour, on les battait à mort. L'État n'acceptait pas les plaintes des serfs contre les propriétaires terriens. Cela était inscrit noir sur blanc. Catherine II avait interdit aux serfs de déposer des pétitions contre les propriétaires auprès de la cour impériale. Comme les esclaves, la plupart des serfs appartenaient aux propriétaires en tant que biens. Le propriétaire pouvait par exemple les acheter et les vendre. Toutefois, le fait qu'ils soient vendus avec ou sans terre dépendait de l'époque. Le propriétaire pouvait interdire aux paysans de se marier et séparer les familles à sa guise. Ce n'est que Nicolas Ier qui a accordé aux serfs le droit de posséder des biens personnels. Avant cela, ils ne pouvaient pas avoir de propriété. Mais il y avait tout de même une différence, et une différence notable entre les serfs et les esclaves. Premièrement, les paysans, en règle générale, ne vivaient pas dans des baraquements à des dizaines de personnes, mais dans des isbas. Elles n'étaient pas particulièrement confortables, mais on pouvait y survivre tranquillement aux hivers rigoureux. Deuxièmement, ils jouissaient de plus de liberté et d'une meilleure qualité de vie. Prenons par exemple la communauté paysanne en tant qu'institution sociale. C'était à la fois une maison, une famille, un tribunal populaire et on pourrait même dire un syndicat. La communauté structurait la vie des serfs. Elle réglait les différends et leur donnait un sentiment d'appartenance. Et troisièmement, les paysans pouvaient recevoir au moins une éducation élémentaire, ne serait-ce que dans une école paroissiale. Aux États-Unis, par exemple, on considérait généralement qu'un esclave ne pouvait rien apprendre. Merci aux pseudo-scientifiques et à leurs pseudo-théories. Dans certains États, il leur était même officiellement interdit d'apprendre. Enfin, l'essentiel, souvent, les paysans pouvaient travailler pour eux-mêmes, se nourrir de leur part de récolte et même lancer une activité. Tous n'y arrivaient pas. Selon le seigneur, c'était toutefois leur droit. Il arrivait souvent que des serfs rachètent leur liberté et fondent de véritables dynasties industrielles. Le paysan Danila Babourine, par exemple, alors qu'il était encore serf, a fondé une manufacture de cotonnade près du village d'Ivanovo. Son entreprise a été reprise par son petit-fils Alexandre qui a créé une autre manufacture, puis s'est racheté auprès du comte Sheremetyev et a rejoint la première guilde des marchands de Moscou. Et c'est son fils Ivan qui est devenu le premier chef de toute la communauté du bourg Voznesensky. Aux États-Unis, les esclaves devaient souvent s'enfuir pour obtenir leur liberté. Les cas où des esclaves parvenaient à racheter leur liberté en économisant de l'argent étaient rares. Biddy Mason, qui était née esclave en 1818, a réussi à gagner de l'argent en travaillant comme journalière, à quitter la Géorgie pour la Californie, où l'esclavage n'existait pas, et ce n'est qu'à cet endroit qu'elle a pu poursuivre son propriétaire en justice et obtenir sa liberté. Cependant, le principal espoir résidait soit dans la fuite, soit dans le fait que le maître ait pitié et accorde lui-même la liberté à ses esclaves, par exemple dans son testament. Autrement dit, la différence entre les esclaves et les serfs ne tenait pas tant à leur statut légal qu'au degré d'exploitation. Le travail des esclaves appartenait entièrement aux propriétaires d'esclaves. Sinon, à quoi leur serviraient les esclaves? Les propriétaires terriens, quant à eux, laissèrent souvent aux paysans du temps pour travailler pour eux-mêmes et leurs familles. Dans le même temps, le préjudice causé par le servage au développement du pays a été colossal. D'ailleurs, nous ressentons encore aujourd'hui ces effets. Des chercheurs, dans leur ouvrage « Le chemin lent depuis le servage, la contrainte du travail et le développement à long terme dans l'ancien empire russe », ont découvert que dans les territoires où, à l'époque impériale, il y avait plus de serfs qu'ailleurs, la production reste aujourd'hui plus faible et les revenus de la population plus bas, toutes choses égales par ailleurs. Nous savons très bien comment s'est terminé le servage, et qu'en est-il de l'esclavage? Comment a-t-il été aboli, au juste? Après tout, il a bien été aboli. Dans les colonies américaines, l'esclavage était omniprésent, mais il y avait déjà des protestations contre lui au XVIIe siècle, principalement de la part de communautés religieuses comme les Quakers. Ce n'est qu'à l'époque de la Révolution américaine que l'abolitionnisme est devenu un véritable mouvement à part entière. Au début du XIXe siècle, presque tous les États du Nord avaient aboli l'esclavage, et après la sanglante guerre de sécession, la pratique fut déclarée illégale dans tout le pays. Ou pas, c'est là que ça devient intéressant.
Le 13e amendement à la Constitution des États-Unis, adopté à l'issue de la guerre de sécession et qui interdisait l'esclavage, comportait des exceptions. On pouvait encore recruter des esclaves parmi les criminels. Pratique, n'est-ce pas? Seulement 3 ans après l'abolition de l'esclavage, le gouverneur de l'État de Géorgie et ancien général du Nord, Thomas Ruger, a trouvé comment en tirer profit. Il a permis aux compagnies ferroviaires locales de louer une centaine de condamnés noirs pour 2 500 $, puis une autre centaine pour seulement 1 000 $. Sentez la différence. L'horrible et immoral esclavage contre la location innocente de prisonniers. C'est la même chose, mais sous un autre angle. Celui qui louait ses non-esclaves pouvait compter sur un bénéfice presque 4 fois supérieur au coût d'entretien de la main-d'œuvre. Cette faille dans la loi